Salut la belle gang du Récifat! Vous êtes donc bien merveilleux! Ah ouais. Pouvez-vous savoir comment on a été choyés d'arriver au moment où vous parliez de la relation école-famille, Étienne? Gros coup de cœur! Ah oui? Bien, c'est parce que nous, on a dit souvent que durant la pandémie, les parents devenaient les yeux des enseignants. Mais effectivement, ça ouvrait une porte. Mais si on veut s'en servir efficacement, il faut se dire comment on utilise notre relation pour qu'elle soit au service des élèves. Puis pas que ça devienne des moyens humainement de se... Bien, tantôt, on a parlé de teacher bashing et boy. Tu sais, ça, c'est le dark side humain qu'on ne veut pas avoir. Fait que bravo d'en avoir parlé. Oui, on a mis des gants blancs pour en parler, mais on trouvait ça important. Yes, non, mais c'est nécessaire. Fait que... Puis on arrive juste après vous autres. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui vont faire les deux puis qui vont se nourrir de ça pour continuer, mais c'est très, très, très wow. Super. Good job à vous autres! Et merci. On va assister à votre atelier et on va vous lancer les fleurs après. Oh non! Ça va me stresser. Mais ça marcherait, Étienne, ça va me faire vraiment plaisir. Moi, j'ai noté sur votre site, d'ailleurs, j'adore la citation sur la page d'accueil. T'en souviens-tu? Non, je ne m'en souviens plus. Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je les vois telles qu'elles pourraient être et je me dis, pourquoi pas? C'est vraiment notre philosophie. On est en train de développer des nouvelles choses aussi sur Moodle qui vont être quand même intéressantes. C'est hot, félicitations. Oui. Merci beaucoup. Donc, hey, salut! Salut, bye-bye. Moi, je vais faire mon test de partage d'écran tout de suite. Ça fonctionne. All right, je vais essayer de grandir ça, d'avoir accès encore au clavardage. Judith, tu as le document proche de toi sur les liens qu'on pourra partager. Bonjour à ceux qui sont en train de se joindre. Nous sommes en installation présentement. Nous commençons dans 1 minute. On va donner la chance aux gens de se connecter. Puis, bonjour Simon. Puis aussi de prendre une pause parce qu'on sait que le dernier atelier vient juste de terminer. Donc, on espère que vous allez pouvoir vous dégourdir. Puis revenir avec un petit breuvage chaud, un petit verre d'eau. Judith, j'adore ton fond. Bien, c'est ça, je suis allée le chercher dans le courriel. Je ne savais pas si c'était celui-là, mais j'imagine que oui. C'est le parfait fond. Moi, je n'ai pas pris le temps de le faire. Mais je me sens accompagnée par la présentation lors de la journée du numérique. Et voilà. À tous ceux qui viennent d'arriver, ben, je vois 4 personnes en ce moment. Vous pouvez certainement nous dire d'où vous venez, qui vous êtes. Ou si vous êtes allé vous chercher un breuvage chaud, ben profitez-en. Salut Étienne de Jonquière, excellent. Salut Jérémy. Jérémy, on se connaît. Bienvenue, bienvenue. Gatineau, yes. J'ai des collègues aussi de l'école branchée qui s'en viennent. On se donne ça encore peut-être une petite minute, juste pour donner encore aux gens le temps de cliquer sur le lien. Là, je vois que vous arriviez. Bianca de l'Académie Saint-Louis, on se connaît, Bianca, enchantée. Amqui Beach, Bas-Saint-Laurent, enseignante en FMSS. Oui, formation métier semi-spécialisée. Moi aussi, j'ai enseigné ça dans les milieux carcéraux pour ma part, là, dans les pénitenciers fédéraux. Alors, Amélie, je ne sais pas si tu es aussi originaire d'Amqui, possiblement qu'on se connaît parce que je suis native d'Amqui Beach. Donc, bienvenue, bonjour. Je pense qu'on va commencer notre entrée en matière en vous disant Matane Beach. Oui, Matane, ils ont la view on the beach, eux autres, sur le bord du fleuve. C'est génial. En fait, on va commencer en vous disant, mais qu'est-ce qui nous a guidés ici, Stéphanie et Judith, à la journée du numérique en éducation? En fait, c'est qu'on a observé le besoin d'accroître la communication et la collaboration entre les intervenants scolaires, les élèves et les parents en exploitant le potentiel du numérique. C'est bien dit, hein? Mais c'est surtout le libellé tel quel ou presque de la mesure 25 du plan d'action numérique en éducation. Donc, ça fait déjà plus de 3 ans que Judith et moi,
en tant que membre de l'équipe de l'École branchée sur la famille, on a contribué à se donner une vision commune de ce que ça peut être la coéducation, un peu à la base de la communication et de la collaboration entre l'école et la famille. Et depuis ces dernières années-là, avec le soutien du ministère de l'Éducation, on a réalisé beaucoup de matériel qui est autant disponible sous forme de magazines, de chroniques, de vidéos. Et je veux, avant de commencer, vous présenter l'endroit où vous allez pouvoir accéder à l'ensemble de ces informations-là et de ces outils. Pardonnez-moi dans mes quelques petits clics. Mais je vous ai fait une petite présentation sur écolebranchée.com/famille. Judith, tu vas possiblement prendre le relais puis mettre de temps à autre les liens pour que les gens puissent y accéder directement. Donc, vous allez être accueillis d'abord par le dernier magazine qui a été réalisé. C'est le guide de survie de la famille en temps de pandémie, disponible gratuitement en français et en anglais parce qu'on l'a travaillé en partenariat avec les fédérations de comités de parents. Ensuite, vous allez avoir des chroniques d'experts, des vidéos et un lien vers la communauté de pratique, on va dire le groupe Facebook. Il y a aussi une actualité qui est nourrie régulièrement là, pour la famille. On présente quelques conférences qu'on propose pour vous, pour vos milieux, pour les parents. Et on finit par se présenter, Judith et moi. Donc, qu'est-ce que vous allez voir plus précisément? Les chroniques qui ont été intégrées dans différents numéros du magazine École branchée, toutes téléchargeables gratuitement sur le site. Ensuite, dans la section des vidéos, toute une série de vidéos qui a été réalisée pour vous permettre, entre autres, de voir comment ça peut être vécu la rencontre parents-enseignants dans une posture de coéducation. Et toute l'actualité vous permet de voir des exemples, des témoignages, des façons de développer la coéducation. Donc, c'est ce qu'on a réalisé pour vous dans les 3 dernières années. Fait que nous sommes qui? On va commencer par se présenter, puis continuez de le faire aussi dans le clavardage. Dites-nous qui vous êtes de quel coin. On souhaite avoir le plus possible le lien avec vous, puis on va le faire en suivant le clavardage durant notre rencontre. Plus précisément, mais moi, je suis Stéphanie Dionne, je suis mère de 3 enfants, un qui est au secondaire, mes 2 plus jeunes sont encore au primaire. Et je suis également directrice de l'école, directrice du développement de l'École branchée. Qu'est-ce que c'est l'École branchée? Bien, c'est votre média qui vous informe, qui vous forme, en fait, qui permet aux acteurs du milieu de l'éducation de développer leur expertise professionnelle à l'ère du numérique. Et donc, dans le contexte que je vous ai présenté un petit peu plus tôt, l'École branchée a accepté de faciliter la relation école-famille, considérant qu'il y a énormément d'expertise très riche sur l'ère du numérique dans les écoles et qu'on peut en faire un transfert efficace et possible pour qu'on travaille ensemble. À ce que le contexte qu'on met en place d'apprentissage là, aux jeunes, devant les jeunes, soit riche, soit authentique et qui fasse un tout, un seul et même l'univers qui rassemble leur vie scolaire et leur vie à la maison. Et donc, mes collègues aiment dire que je suis la fée marraine de la coéducation. Moi, j'aime dire que je suis une facilitatrice à l'ère du numérique. Puis ensemble, Judith et moi, on croit sincèrement dans le leadership de tous les acteurs du milieu de l'éducation, puis de notre capacité de nous unir dans la coéducation et d'accompagner les jeunes dans cette ère où les technologies sont présentes, mais où elles peuvent également faciliter notre relation. Et tout ça parce que les jeunes comptent sur nous. Donc, on est là parce qu'ils comptent sur nous et c'est comme ça qu'on va trouver notre façon de travailler ensemble. Judith, veux-tu te présenter? Mais bien sûr, alors je suis Judith Cagelet, je suis enseignante de formation. J'ai navigué dans le milieu de l'éducation pendant plus de 15 ans. Je navigue encore, mais pas directement dans ma salle de classe. Il y a 5 ans, j'ai lancé mon entreprise, EdugoPro. EdugoPro, c'est une entreprise qui fait de l'accompagnement scolaire, mieux connue sous le nom d'aide aux devoirs, donc beaucoup de contacts avec les parents. On a aussi un volet animation et formation pédagogique
On est entre autres responsable du projet d'animation de Code Montréal au CSSDM et on se promène à travers différents CSS pour parler d'intégration du numérique, entre autres avec la programmation et la robotique. On accompagne aussi dans les milieux communautaires, que ce soit pour le lien avec les familles ou encore justement pour l'intégration du numérique dans un contexte plus ludique. Donc, tout ça pour dire que le projet École branchée sur la famille, il y a 3 ans, quand on a commencé à en parler, Stéphanie et moi aussi, j'ai des enfants, mais ils sont rendus adultes, mais c'était vraiment plus dans ma posture d'enseignante, dans tout ce que j'ai rencontré au fil de mes années d'expérience. Tantôt, j'ai nommé parce que quelqu'un disait qu'il était enseignante ou enseignant à la formation métier semi-spécialisée. J'ai principalement enseigné au primaire, dans des milieux quand même un peu plus difficiles à Montréal, comme Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, donc des milieux où le lien avec la famille était très important. Je ne dis pas que ce n'est pas important lorsqu'on n'est pas en milieu défavorisé, mais le contexte de défavorisation amène une attention particulière à accorder à la famille. Et j'ai travaillé aussi dans la formation de métiers semi-spécialisés dans le milieu carcéral. Donc, évidemment, on n'a pas de contact avec la famille à ce moment-là, mais ça nous parle beaucoup quand on voit des adultes qui ont peut-être manqué à certains moments de ce petit lien de coéducation qui aurait peut-être aidé aux familles à mieux supporter. Dans tous les cas, c'est très important pour moi la relation autour du bien-être de l'enfant et de son parcours scolaire. C'est pour ça que le projet, je trouve ça vraiment fantastique de me joindre à la merveilleuse et dynamique Stéphanie que vous connaissez beaucoup pour la plupart d'entre vous. Alors voilà, on est là pour vous donner un peu plus d'informations pour aller au-delà de la collaboration et d'aller vers la coéducation parce que pour moi, il y a une petite distinction à faire. Définitivement. Puis, notre intention aujourd'hui, c'est de vous permettre de positionner le sens que va prendre la coéducation pour vous et vous permettre de devenir des pros. Donc, pour nous, aujourd'hui, on va l'aborder, la coéducation, de 3 façons, de manière à vous aider à vous préparer. Qu'est-ce que je fais pour développer la relation de coéducation? Et on va y penser, on va vous amener à y penser d'une manière à réfléchir sur votre rôle particulièrement ou nos rôles respectifs entre l'école et la famille. Comment se rejoindre? Ça va être quoi les outils? Parce qu'on peut exploiter tellement de choses efficaces pour nous simplifier la vie. Quels sont les outils? Puis comment s'organiser également? Comment mettre en place et fournir l'accompagnement nécessaire pour soutenir la relation de coéducation? Maintenant, pour vous outiller dans le contexte de la présentation, on vous a créé un lien qui est le bit.ly/JNE coéduquer qui va vous permettre de copier et d'ouvrir notre présentation et d'accéder ainsi directement à tous les liens qu'on a intégrés pour vous, autant sur les outils que sur les articles qui sont présentés. Et pour commencer, on aimerait également vous inviter à aller sur le OOCLAP, peut-être à partir de votre téléphone ou d'un autre onglet de votre ordinateur, ooclap.com/rôle au pluriel, école, famille. La première question qu'on a pour vous, on veut savoir mais quel est votre rôle justement dans le milieu de l'éducation? Et vous pouvez en avoir plus d'un. Vous verrez que c'est possible de sélectionner plus d'un rôle. On va vous inviter à vous diriger actuellement sur le OOCLAP et nous signifier quel est votre rôle en ce moment. Judith, pendant ce temps, est-ce que tu vois certaines choses à relever du clavardage? Moi, je vais avancer doucement, mais c'est comique. Sur le clavardage, il n'y a rien. Le OOCLAP vient d'être mis dans le clavardage. Est-ce que c'est parce que c'est... Oui, ce n'est pas été dans le général, c'est mon erreur. On va mettre tout le monde. Alors, OOCLAP à tout le monde, pas juste à nous. Ça va aller mieux. Et je vais mettre l'autre lien. Vers la présentation. Parfait. C'est le fun parce que sur le OOCLAP, je l'ai mis en rythme du participant et donc, ça me permet donc de voir que certaines personnes ont déjà commencé à poursuivre les questions qu'on vous pose à l'avance. C'est bien correct comme ça. Pendant que vous êtes en train de cocher pour nous dire les rôles, on aimerait ça vous entendre justement sur la coéducation. Qu'est-ce que c'est pour vous? Donc, sur le OOCLAP, on vous demande, c'est quoi les 3 mots que vous avez pour décrire la coéducation? On nous demande si on a un code QR. On n'en a pas hein, pour notre OOCLAP? Non. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait. Si le OOCLAP ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser le clavardage là, comme on a déjà quelqu'un là qui vient de le faire. Exact. Donc, principalement, on a des enseignants, des enseignantes, puis il y en a plusieurs qui sont aussi parents.
du personnel professionnel, des orthopédagogues, conseillers pédagogiques. On a des intervenants du milieu de la santé, génial, gestionnaires scolaires, direction d'école, d'autres gens qui font partie du milieu de l'éducation. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Les 3 mots pour décrire la coéducation, maintenant, ça a l'air de quoi? Collaboration. J'ai l'impression que ça va donner envie à Judith de tout de suite nuancer. Qu'est-ce qui est différent, Judith, pour toi dans le terme collaboration qui prend un autre sens dans la coéducation? Oui, bien évidemment, la collaboration, elle est nécessaire, là. C'est un très bon choix de mots. D'ailleurs, c'est celui qui semble avoir été nommé, lui étant plus gras, j'imagine qu'on a eu plusieurs qui l'ont nommé. C'est sûr que la collaboration, c'est important. Moi, quand je parle de la nuance avec coéducation, c'est qu'on entend davantage au niveau du rôle et de la responsabilité de chacun. Collaborer, des fois, ça devient sous forme aussi d'attendu. Donc, l'enseignant se met sur les épaules. Ah, c'est important que je collabore avec le parent. Le parent se dit, je dois collaborer. Mais en bout de ligne, on se donne des attendus, des attentes, et on n'a pas nécessairement notre rôle, nous. Oui, pour collaborer, moi, qu'est-ce que je peux contribuer? Puis je trouve que la coéducation amène la collaboration et la contribution parce qu'on parle plus en termes de responsabilité, on va le voir là, dans les prochaines minutes. Définitivement. Puis nous, ben, vous les avez vus, les mots, mais tu sais, on voit beaucoup relations, école, famille, communication, nécessairement, on a besoin de se parler. On voit engagement, famille, entraide, partenariat, réussite, accompagnement, écoute, éducation. On a cohérence ici, qu'on aime tout particulièrement. Il y a synergie et cohésion. C'est des mots qui résonnent vraiment énormément avec nous quand on entend parler en fait, quand on parle de coéducation. Oui, merci on entend beaucoup cohérence, mais cohésion, c'est rare, c'est nommé. Donc, moi, j'aime beaucoup l'entendre parce que la cohérence des discours, on entend souvent ça, mais pour qu'il y ait une meilleure cohérence des discours, c'est lorsqu'on travaille en cohésion. Donc, un et l'autre, pour moi, dans la coéducation, un ne va pas sans l'autre. Donc, pour nous, vous l'avez peut-être déjà lu, mais vous l'avez peut-être entendu aussi dans la façon dont on en parle. C'est pour nous, dans la coéducation, c'est d'abord une relation et cette relation-là, elle a un objectif bien précis. Elle vise le bien-être et la réussite des jeunes. Et il y a une image qui l'illustre particulièrement bien pour nous, la relation de coéducation. Et elle nous vient, cette image-là, de Pierre Gagnon, qui est actuellement conseiller pédagogique au CSSDM. Bonjour, donc de Montréal. Pierre, il l'illustre comme un jeune qui est au volant de son tricycle. Et un peu le rôle des parents et des enseignants, c'est de s'assurer d'être des roues qui permettent d'avancer en cohérence, en équilibre, pour ne pas devenir une petite roue d'épicerie, là. Tu sais, le petit roue de chariot d'épicerie qui cloche, ça devient plus difficile pour le jeune sur son volant de le contrôler. En fait, de faire son chemin sur le parcours de ses apprentissages. Et il y a un élément dans le tricycle qui nous parle particulièrement, Judith, c'est l'essieu. C'est ce qui signifie pour nous la relation, ce qui nous unit ensemble, puis aussi qui illustre le canal de communication qui est nécessaire pour rouler en cohérence et en cohésion ensemble. Stéphanie, je profite de ce moment de silence pour te dire que les gens n'arrivent pas à se connecter au document de notre présentation et moi non plus. Là, je cherche la solution. Je ne sais pas si tu peux nous aider. Moi aussi, quand je clique sur le lien, moi, je l'ai ailleurs, mais je n'arrive pas à vous le partager. C'est mignon, puis pas à la fois. Est-ce que ça vous dit que ça vous permet de créer une copie? Oui, moi, je l'ai ici, effectivement. Et donc, quand vous créez la copie? Tu as raison. Voilà, c'est la créer une copie, vous allez le voir apparaître. Ah, parfait, c'est bien réglé. Mais effectivement, dans le fond, tous mes liens vont vous permettre de créer une copie et de pouvoir la conserver de votre côté. Maintenant, quand on a commencé à s'intéresser à la coéducation, on est d'abord tombé sur une recherche-action qui a été réalisée il y a plusieurs années en Belgique et qui relevait 4 éléments essentiels à la coéducation et on trouve ça particulièrement important de les renommer parce que ça donne du sens à la façon dont on va aborder
aborder, orienter, guider nos communications autour des jeunes. Et les 4 éléments essentiels sont d'être d'abord à l'écoute des besoins de l'enfant, de respecter l'évolution de chacun. Et de chacun, on parle dans ce contexte-là de tous les gens qui ont un rôle à jouer, donc respect de l'évolution des parents, des enseignants, de l'enfant dans le contexte de coéducation. D'avoir la confiance que le temps est un facteur important pour nous permettre de voir la progression, donc l'évolution, et la considération de l'enfant comme un être à part entière. Pour moi, ça nous rappelle le devoir qu'on a en tant qu'adulte de valider comment l'enfant se perçoit, comment est-ce qu'il vit son bien-être, ses apprentissages, comment est-ce qu'il évoluent auprès de nous, les adultes responsables de leur réussite et de leur bien-être. Donc, ça, c'est les 4 éléments essentiels à avoir au cœur de nos échanges, au cœur de notre pensée chaque fois qu'on va communiquer ensemble école-famille. Et là, on débute avec comment on prépare ça, comment on prépare nos actions qui vont nous permettre de développer la relation de coéducation, mais d'abord en s'intéressant à notre rôle à jouer. Et pendant que la vidéo de Judith va jouer, je vous invite à continuer dans le haut-clap et de commencer à nommer des actions qui peuvent y contribuer. Stéphanie, il n'arrive pas à créer une copie, les gens me répondent. Moi, j'y arrive de mon côté, mais pas eux. Oh ouais. Je m'excuse tellement pour le son de l'annonce, ce n'était pas prévu. Bon, donnez-moi une petite seconde. Il doit fort probablement se passer quelque chose avec la copie, mais sachez que toutes nos présentations vont se retrouver sur le Padlet. Donc, assurément, en retournant sur la page de la programmation, vous allez pouvoir retrouver les liens, puis je vais m'en assurer personnellement aujourd'hui. Ça vous va? Sinon, on a Julie qui nous répond, là, le document est disponible sur la page de Journée du numérique en PDF. Donc, c'est déjà dans la programmation aussi s'il y en a qui le cherchent. Mais oui, on vous invite à peut-être rester concentré avec nous à l'écran. On va tout partager, puis vous aurez accès à tout ensuite. Inquiétez-vous pas. Excellent. Vraiment désolée pour la musique de début de vidéo. Je repars sur ce que Judith va nous parler en lien avec les rôles. Ah, ça, c'est mignon. La programmation a changé. Je pense que je vais partir au bon bord. Je m'excuse. Et j'ai fermé le son. L'enfant est donc capable de... Je m'excuse pour ça. Les parents ce souci à ses besoins. Bon. La relation enseignant-parent dans un contexte de coéducation, dans le fond, c'est une alliance qui permet de regrouper tous les acteurs qui sont engagés dans le parcours éducatif de l'enfant. L'enseignant, les parents, les gens du service de garde, les professionnels du milieu de l'éducation et l'enfant lui-même. Une alliance qui perdure dans le temps, qui permet de se soutenir dans notre relation. Ce qu'il faut retenir pour y arriver, c'est qu'on doit reconnaître l'importance des rôles de chacun. Il faut également permettre la contribution de chacun. Parce qu'au final, chaque enfant a le droit de se sentir protégé et supporté dans ses apprentissages par tous les adultes qui gravitent autour de lui dans son parcours. Les rôles de chacun. Mais bien qu'on ait des rôles assez similaires, on a quand même des objectifs spécifiques qui sont très différents selon les contextes respectifs que nous avons. Comme enseignant dans nos salles de classe, on a un mandat limité dans le temps. On a 180 jours pour instruire, socialiser, qualifier. Ça veut dire transmettre des connaissances, développer des compétences, faire l'apprentissage de la vie de groupe, tout ça en lien avec le programme qui permet la progression des apprentissages et la diplomation éventuelle. Mais comme parents, on a et on aura toujours comme rôle d'accompagner nos enfants dans les défis, les transitions et les différentes étapes qu'ils vont vivre. Parce qu'on est et on sera toujours le premier agent éducateur de nos enfants. On contribue donc à leur éducation, leur savoir-vivre, leur savoir-être. Et quand on reconnaît nos rôles respectifs et qu'on se permet de les jouer, ça nous permet d'être en complémentarité et de se partager cette énorme responsabilité qui est le mieux-être de l'enfant, qui est au cœur de notre relation. L'enfant est donc capable de construire ses connaissances, développer son savoir-être grâce aux différents acteurs qui sont impliqués. Et puis les adultes peuvent, eux, poursuivre ce qu'un et l'autre a commencé, travailler en continuité en offrant des activités différentes dans chacun des milieux pour poursuivre ce travail de co-responsabilité.
Aussi, dans la coéducation, il ne faut pas oublier que les adultes, on a, un envers l'autre, aussi des rôles à jouer, qui sont les mêmes. C'est le rôle de se rassurer en validant des informations ensemble, en partageant le vécu de la classe, par exemple, ou encore un changement vécu par l'enfant dans la famille. C'est aussi de s'informer, partager aux parents les notions qui vont être apprises au courant de l'année, ou encore de partager à l'enseignant une information recueillie auprès d'un spécialiste, des trucs qui ont été mis en place à la maison et qui fonctionnent et qui pourraient être utilisés en classe. Donc, en bout de ligne, on travaille en continuité, on se permet d'être complémentaires pour pouvoir avoir un meilleur portrait de l'enfant, pour pouvoir identifier mieux ses besoins, mieux y répondre. La coéducation stimule l'engagement. Oui, par le fait qu'on connaît mieux nos rôles, qu'on sait ce qu'il y a à faire, par le fait qu'on a créé un climat bienveillant qui nous permet de s'accepter soi, accepter l'autre, qui nous permet d'avoir une ouverture mutuelle aussi. Ça nous rassure, ça nous donne envie de faire équipe. Par le fait aussi que la coéducation crée davantage d'expériences positives auxquelles se référer. Ça nous garde donc davantage impliqués. Je dirais que tout ça, ça permet de développer son sentiment d'efficacité personnelle. Ça permet d'alimenter ce sentiment, cette croyance en notre capacité de réussir. Et ça favorise notre motivation à se mettre en action. Et là, je veux vous entendre sur ce que vous avez mentionné dans le OUCLAP sur les actions. Qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, pour développer la relation de coéducation? Puis dans le clavardage, vous pouvez continuer aussi pour nous relever d'autres choses si vous le souhaitez, mais tu sais, être à l'écoute, ouvert d'esprit, prendre en considération le point de vue des parents. Judith en parlait souvent en disant se permettre de reconnaître et accepter les initiatives de l'un et de l'autre. Une bonne communication, ouverture d'esprit, considérer le parent comme un acteur tout aussi important que l'enseignant dans le parcours scolaire, être à l'écoute, faire preuve d'ouverture et de souplesse définitivement. M'assurer que les parents comprennent et endossent les actions de l'école par une bonne communication. Endosse veut dire aussi y adhère, mais effectivement, il faut qu'on prenne le temps de s'en parler, puis de s'en parler d'une manière à toujours mettre l'accent sur le bien-être et de la réussite des enfants plutôt que sur des choix. Mais si on retourne ça toujours en mentionnant l'impact positif sur le bien-être et la réussite des jeunes. Stéphanie, ouais. J'en ai deux qui attirent mon attention. Il y a quelqu'un qui a écrit qu'est-ce que je peux faire? Un effort. Déjà, moi, je trouve ça merveilleux parce qu'il faut avoir cet intérêt de dire je vais essayer quelque chose. Puis il n'y a pas de formule parfaite. On n'est pas obligé de tout faire. Et d'ailleurs, ça m'amène à l'autre personne qui a écrit je vais faire mon possible. Parce que je ne sais pas, Stéphanie, à force de côtoyer les enseignantes, tu as peut-être remarqué qu'ils s'en mettent lourd sur les épaules. Moi, je dis souvent que les enseignantes pensent qu'ils ont une cape. En tout cas, moi, souvent, je me dis je vais faire ci, je vais faire ça. Puis là, à un moment donné, ça devient une lourdeur. Et la coéducation, il ne faut pas que ce soit une lourdeur. Il faut que ça soit infusé à votre planification. Et comment on fait ça? Bien, c'est en faisant un effort, en faisant son possible. Et faire son possible, ça veut aussi dire que ça ne fonctionnera pas toujours, ça ne sera peut-être pas toujours reçu comme on le souhaite, mais qu'est-ce que je peux faire pour développer? C'est faire quelque chose, c'est de faire un premier pas. Donc, j'aime beaucoup ces deux réponses-là parce qu'il faut partir de quelque part. Et après ça, on a des belles manifestations. Je te laisse continuer. Mais ça me fait penser que exactement, on ne peut pas assumer que tout le monde peut posséder toutes les réponses à toutes les situations, dans tous les contextes. Et j'aime nous rappeler, parce qu'on le dit régulièrement à l'école branchée, les défis et les enjeux à l'ère du numérique, là, ne sont pas techniques ni technologiques. Ils sont d'abord humains et ils sont surtout relationnels. Donc, apprendre à se parler, apprendre à connaître ce qu'on doit échanger ensemble comme information et se donner le temps de mettre des actions qui vont être efficaces. C'est ce qu'on souhaite aujourd'hui, vous permettre d'y réfléchir pour que les actions que vous allez y accorder de manière à l'infuser dans votre planification, comme Judith le dit, vous permettent de développer vos liens sans que ce soit une charge de travail par-dessus tout, mais que ce soit intégré, simple, tout simplement humain, mais surtout essentiel pour travailler en cohésion ensemble.
J'ai comme eu le feeling d'avoir cliqué 2 fois. Et non! Judith, dans la capsule, le mentionne, on a des besoins communs enseignants et parents, et c'est particulièrement autour du besoin de s'informer pour pouvoir se rassurer, mais dans une optique assez précise, se rassurer que nos interventions sont efficaces et ont un impact positif sur le bien-être et la réussite du jeune. Donc, c'est toujours dans cette dynamique-là qu'on a à s'informer pour s'assurer que, oui, effectivement, ce qu'on observe de part et d'autre, c'est que ça permet à l'enfant de mieux se sentir et que ça permet à l'enfant de progresser. Donc, ça permet beaucoup de choses finalement, hein? Mais ça permet d'être plus efficace. Et là, j'aimerais vous entendre sur comment on y répond. Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir, vous, informé en ce moment ou rassuré dans vos échanges ou vos communications avec les parents? Et ou à l'inverse, ce que vous pensez qui rassure et qui informe bien un parent, vous pouvez vous mettre dans la posture que vous souhaitez. Et puis, des fois, c'est bien d'essayer de se mettre dans une posture de notre partenaire, hein, parce qu'on est des partenaires dans cette alliance-là, parents et l'équipe école. Qu'est-ce qu'on pense qui est rassurant? C'est sûr que de recevoir de l'information, déjà à la base, c'est très rassurant. Et en même temps, bien, il y a d'autres choses dans cette information-là, dans le choix de l'information peut-être aussi, qui peut venir encore plus rassurer. Et quand on est rassuré, le lien de confiance se crée beaucoup plus facilement. Il y avait quelqu'un qui avait marqué ça tantôt, qu'il fallait créer un lien de confiance. Bien sûr, c'est important. Définitivement. Et donc, ce qui vous permet de vous informer, vous rassurer, vous en avez nommé vraiment plusieurs: communications positives, recherche sur les pratiques efficaces, plateforme, voir les rétroactions faites à l'enfant, définitivement, voir le pouls de l'élève à la maison. Oui, comment l'enfant le voit. C'est pas rare de constater un écart de comportement. Un enfant qui fonctionne très bien au niveau du comportement à l'école, qui à la maison évacue une surcharge émotionnelle et qui n'a pas tellement envie d'être ou qui n'est pas si tant disponible à poursuivre ses apprentissages à la maison, c'est-à-dire de réaliser ses devoirs et ses leçons. Donc, si on en parle parce que c'est normal de s'échanger ces informations-là, on peut agir positivement sur ces élèves-là, sur tous ces jeunes-là, finalement. Moi, j'aime beaucoup validation, échanger, discuter. Je trouve que c'est important parce que le mot informer, c'est une bonne chose d'aller chercher l'information, mais dans l'échange, dans la discussion, ça nous permet même d'approfondir cette information-là. Et la validation, on en reparlait tantôt, mais ça enlève un peu de lourdeur sur les épaules, autant des parents que des enseignants, lorsqu'on peut valider ce qui est fait, ce qu'on a l'intention de faire, nos initiatives. La validation, c'est très important. D'ailleurs, ça, je glisse comme ça. On a assisté dernièrement, Stéphanie et moi, à une belle conférence sur des gens qui travaillent sur la coéducation en Europe. Et une des choses qui était mentionnée, c'est combien des fois on se place dans notre posture pour les enseignants. Moi, je me réfère beaucoup à ma posture enseignante. Tu pourras y aller avec la posture parent. Mais dans ma posture enseignante, je me mets cette responsabilité-là de toujours savoir ce que je devrais transmettre. C'est toujours moi. Il faut toujours que ça parte de moi. C'est ma responsabilité. Mais quand je valide, bien, ça permet de plus facilement comprendre qu'avec le parent, je ne suis pas dans mon rôle, dans ma posture enseignante. J'enseigne à l'enfant, mais avec le parent, je suis dans une relation. Donc, quand je valide, quand je vais vers le parent, je ne suis pas obligée de garder ma posture enseignante pour juste envoyer ce que j'ai besoin qu'il reçoive, mais plutôt aller chercher ce que je pense qu'il pourrait contribuer dans notre relation. D'être dans l'ouverture et dans l'écoute définitivement. Mais on a besoin de se rappeler quelles informations méritent d'être communiquées et méritent d'être cueillies. Tu sais, il y a une cueillette d'informations à avoir et ils sont de 2 ordres sur le bien-être, sur le parcours scolaire. Donc, les questions qu'on mérite de poser, c'est de quoi a-t-il besoin pour se sentir bien? Et de part et d'autre, oser se le demander. Et ça peut avoir des liens avec différents thèmes, la motivation, stress, anxiété, relations interpersonnelles. Et sur le parcours scolaire, de quoi a-t-il besoin pour réussir? Et on peut aller valider différentes informations, que ce soit les parents auprès de l'école. Qu'est-ce qui est mis en place pour aider mon enfant à s'organiser? Qu'est-ce que je pourrais savoir pour que mon enfant à la maison se sente organisé dans la réalisation de son plan de travail? J'ai ma collègue Laurie Couture qui a présenté un plan de travail numérique qui est extraordinaire pour permettre aux élèves de progresser à leur rythme.
Donc, définitivement, ces informations-là, on mérite de se les demander. Judith, oui. Oui, J'ai vu que tu ouvrais le micro. Donc, dans le fond, les informations à communiquer, moi, ce que ça me parle, c'est beaucoup le fait qu'on fait ça quand on fait un plan d'intervention, par exemple. On va faire une collecte de données, puis c'est des informations en lien avec le parcours scolaire, bien sûr, au niveau académique, entre autres, mais on va parler de l'organisation du travail, on va parler aussi du bien-être de l'enfant parce qu'on ne veut pas qu'il soit anxieux, qu'il soit donc capable d'être au niveau affectif, au niveau bien-être, de se concentrer, par exemple. Alors, ça, on le fait quand il y a un plan d'intervention, mais on peut le faire et on devrait le faire pour tous les élèves. Est-ce que la fréquence sera la même? Sûrement pas, parce qu'évidemment, on y va avec les besoins, mais je pense que c'est de partir de quelque chose qu'on connaît. Puis moi, je trouve ça très le fun de savoir que nos plans d'intervention ont été réfléchis de cette façon-là, dans un mode coéducation, parents et équipe école. Donc, on peut partir de ce qu'on connaît puis le faire à grandeur plus large. Oui, puis il y a des craintes, hein, Judith, qui sont nommées par les enseignants quand on parle de coéducation, puis de développer un canal de communication. Moi, je dis souvent bidirectionnel, ça veut dire de faire en sorte qu'ils puissent venir d'un côté comme de l'autre et que ça puisse devenir fluide. Et dans cet acétate-là, on a mis un petit lien avec l'icône bleue qui réfère à un dernier article qui a été publié par notre collègue Martine Rioux. Et qui est des témoignages et des exemples de coéducation liés à la recherche dont Judith vous a parlé dernièrement. Et je cherchais à vous nommer l'extrait qui disait, attendez un petit peu, je vais vous dire bien exactement. Mon sourire, Stéphanie, c'est que tu as encore appelé acétate et ça me fait toujours... J'imagine que ça a fait sourire d'autres personnes, une diapo, une acétate, on trahit notre âge, tout simplement. Bon, mais en fait, ce qu'il dit, c'est que les enseignants avaient des craintes d'être surchargés par les informations que les parents allaient leur communiquer, alors que ça a fait le contraire. Ils se sont rendus compte que les parents sont devenus des alliés et que même cet impact-là, d'être devenus des alliés, d'avoir créé une alliance ensemble pour faire équipe, a fait en sorte que quand il y avait des problèmes sur lesquels s'adresser, de trouver des solutions ensemble. Le moment d'échange autour de ces problématiques-là devenait beaucoup moins conflictuel et beaucoup plus orienté sur les solutions. Donc, cet article-là va être accessible aussi dans la présentation. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir voir ce qui a été vécu dans les différents milieux en termes de développement de la relation école-famille. Maintenant, si on veut devenir des pros, il faut apprendre aussi à se rejoindre. On se prépare en pensant à notre rôle, mais comment se rejoindre et communiquer de manière constructive? J'aimerais maintenant, dans le haut-clap, que vous puissiez nous nommer justement qu'est-ce qui peut nous permettre de créer les conditions gagnantes à la relation de coéducation. Et, oui, bien, maîtrise de l'anglais ou d'autres langues, c'est sûr que d'apprendre à communiquer, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une façon dans la même langue d'y accéder. D'ailleurs, on salue les gens. J'ai vu des commentaires en anglais. Merci d'utiliser le ou-clap et de partager vos réponses aussi en anglais. Respect, beaucoup de respect, de la transparence, respect des rôles, de l'ouverture. Judith, tu as l'œil aussi. Je veux juste revenir sur l'anglais, effectivement, puis il n'y a pas juste l'anglais. Nous, à Montréal, du moins, on a, des fois, c'est l'espagnol et tout ça, et on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout maîtriser. Ça serait encore une fois de se mettre une grosse lourdeur, mais on a accès à beaucoup de ressources dans certains CSS. Du moins, il y a accès à des traducteurs, mais il y a maintenant le numérique, tu sais, qui était souvent un frein du côté des parents, l'utilisation du numérique en classe. Mais quand on voit qu'au niveau communication, ça peut tout faciliter justement parce que c'est possible d'avoir une application qui est disponible en plusieurs langues, qui va traduire. Le fameux Google Translate, pas toujours parfait, mais peut déjà donner un petit départ. Alors, des fois, c'est le grand frère, la grande sœur, mais il faut, oui, être ouvert à s'adresser, à comprendre la clientèle avec qui on s'adresse.
Moi, je me souviens aussi de certains pictogrammes qui avaient été faits pour des envois un peu généraux. Donc, ça aussi, ils voyaient, ça, c'est un point qui était en lien avec quoi c'était plus facile pour eux de savoir si ça les concernait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire pour aller les rejoindre. Sinon, on voit beaucoup être à l'écoute, ouverture, mais j'aime beaucoup aussi le respect des rôles. C'est vraiment ça l'enjeu de la coéducation, c'est qu'il faut accepter que les deux parents et enseignants ou orthopédagogues, professionnels d'éducation, on a un rôle et il faut faire de la différenciation, pareil comme dans notre salle de classe, c'est-à-dire qu'il faut accepter les limites de chacun, les possibilités qu'ils peuvent nous donner et travailler à partir de ça. Alors oui, le respect des rôles, c'est super important. La transparence, je pense qu'avec toutes les conférences qu'on a faites auprès des parents, c'est vraiment ce qu'ils souhaitent. Moi, j'étais un peu étonnée d'entendre dans les conférences qu'on a faites auprès des parents, Stéphanie, tu te souviens de certains parents qui nous disaient « mais j'ai peur de déranger ». J'ai peur de déranger, ça veut dire qu'ils respectent quand de restructurer le tout pour s'assurer que ça ne déborde pas, évidemment. Alors, de retour après ce freeze, j'ai un petit peu gelé. Je m'excuse. Dans les premières chroniques qu'on a publiées, on a partagé 3 grandes conditions gagnantes qui rejoignent vraiment beaucoup ce que vous avez mentionné actuellement. Mais tout d'abord, l'importance de développer un climat bienveillant. Et dans le climat bienveillant, c'est les ingrédients qui sont nécessaires à faire en sorte que de part et d'autre, on a établi un climat de sécurité psychologique. Ça veut dire qu'on sent qu'on peut se dire les choses comme elles sont, sans sentir même si on le fait de manière maladroite, sans sentir qu'on peut justement déranger ou bousculer, mais on le sait qu'on a à se parler ensemble et qu'on peut se dire les choses ouvertement ou en transparence. Écoutez, le respect définitivement est de mise, mais du moins qu'on ait un climat qui fait en sorte qu'on accepte de recevoir les informations qui sont peut-être même contradictoires avec ce qu'on vit d'un côté ou de l'autre pour être en mesure de s'ajuster, que ce soit de plus en plus cohérent pour les jeunes de l'école jusqu'à la maison, de la maison jusqu'à l'école, le plus possible. Donc, créer un climat qui est bienveillant. La deuxième, c'est s'assurer que dans chacun de nos échanges, on est en train de cultiver le 1 qu'on a en commun. Puis on y met 100 de notre énergie, c'est-à-dire notre intention positive commune, c'est d'agir sur le bien-être et la réussite du jeune. Et la dernière, c'est sûr qu'il faut apprendre à communiquer et être à l'écoute. Ça veut dire de s'assurer d'avoir une question à un moment donné qui permet de valider comment c'est vécu de l'autre côté. Définitivement. Bon. Et ces outils-là, ils peuvent nous aider. Et on a défini, dans le fond, 2 grandes catégories d'outils. Ceux qui peuvent nous aider à la communication et ceux qui peuvent nous aider au niveau d'en apprendre sur le parcours scolaire du jeune. Et vous voyez que dans les premiers moyens de communication, restent en personne et par téléphone, courriel, texto. Mais il y a plein de choses qui peuvent faciliter. Puis je vais aller un petit peu plus vite puisqu'on les nomme ici, parce que je veux vous permettre de les voir. Oui, dans certains centres de services scolaires, il y a des outils qui ne sont pas nécessairement accessibles ou à la disponibilité. Classe Dojo, OK, pas disponible. Je retrouverai, Véronique, d'autres possibilités pour toi, mais ce que je veux vous présenter dans la façon de vous organiser puis de mettre en place plus concrètement la coéducation, ça peut être déjà simplement un pas qui vous permet d'ouvrir un canal de communication. Moi, j'appelle ça structuré bidirectionnel, mais ça peut se faire aussi simplement que par la mise en place d'un formulaire, un Google Doc. Et j'ai une merveilleuse collègue, je l'appelle une rockstar Edu, c'est une enseignante de 4e année qui, pendant la pandémie, a pris le temps de mettre en place un Google Form. Vous allez pouvoir vous créer une copie. Et ce Google Form-là permettait de valider l'expérience d'apprentissage en ligne à cette époque-là auprès des parents de ces élèves. Est-ce que le plan de travail était clair? Est-ce que la charge de travail était suffisante? Est-ce que leur enfant est organisé? Est-ce qu'il est motivé? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Puis de leur expérience ou de celle de leurs enfants, qu'est-ce qui pourrait améliorer l'expérience d'apprentissage actuelle? Ce Google Form-là, vous pouvez l'utiliser à différents moments de l'année, l'envoyer à une fréquence qui est régulière, qui varie. C'est vraiment
en fonction de votre réalité, de votre besoin, qu'on vous invite à l'adapter, mais nécessairement, ça peut facilement donner une façon de développer une habitude de communication qui va arriver à différents moments nécessaires dans la vie. Si les parents voient que vous les questionnez régulièrement sur ce genre de questions-là, naturellement, s'il se passe quelque chose qui va moins bien ou qui va très, très bien, il va être appelé à le partager plus facilement. Avant que tu commences le prochain outil, pour un peu répondre à ce qui a été nommé, c'est vrai qu'il y a certains outils comme CISA, Classe Dojo, vous avez nommé que certains CSS n'autorisent plus. Je pense que c'est beaucoup en lien avec le fait que les hébergeurs ne sont pas au Canada. Je pense, je ne vais pas me prononcer, mais de ce que je comprends, de ce que j'ai entendu. Donc, je pourrais en nommer d'autres, mais encore une fois, je ne suis pas certaine qui se classent pour être accepté. Il y avait Edmodo qui ressemble beaucoup à Facebook, mais qui est une version pour les classes. Remind Me, qui est simplement un logiciel, une application qui nous permet d'envoyer des textos. Donc, peut-être celui-là, l'hébergeur est peut-être moins important parce que c'est tout simplement pour remplacer un numéro de téléphone. Alors, je ne veux pas m'avancer là-dedans, mais je pense que la façon la plus simple, c'est d'y aller avec vos outils. Vous avez soit Teams, vous avez la suite avec Google qui est utilisée dans les CSS et il y a beaucoup qu'on peut faire. Puis souvent, vos conseillers pédagogiques TIC peuvent vous aider justement à découvrir le potentiel de ces outils-là parce que Teams, on le connaît pour faire une visioconférence, mais plus ça va, plus on voit qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec. Oui, la protection de la langue française aussi, c'était peut-être ça. Alors voilà, c'est tout ça pour dire qu'il ne faut pas se limiter à avoir une belle application absolument, juste d'y aller avec vos outils déjà offerts par votre CSS, un Google Form, un Google Doc, ça peut être des fois suffisant. Et puis, c'est toujours de se questionner sur le besoin de la communication. C'est un peu ça que Stéphanie est en train de vous présenter avec des questionnaires qui ont été faits par des enseignants, donc qui ont été vraiment vécus. On sait que ça fonctionne. Évidemment, je pense que tu l'as dit, Stéphanie, que ce qui est là peut être adapté au milieu en fonction de la fréquence. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes fréquences, la même longueur, ou le même nombre de questions et tout ça. Mais allons-y simplement. De toute façon, les parents, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent quelque chose de simple parce que je pense à Stéphanie qui me rappelle toujours qu'avec ses 3 enfants, dont un au secondaire avec 8-9 enseignants, ça lui en fait beaucoup à apprendre des applications de toutes les sortes. Exactement. Puis beaucoup de canaux de communication à avoir. Fait que oui, basez-vous sur l'intention que vous avez de communication, puis voyez ce qui peut être le plus efficace ou à votre portée dans votre contexte. Maintenant, notre charmante Madame Mira Auvergnat, qui est enseignante au primaire, a également créé pendant la pandémie un Google Form qui permettait de valider l'indice de bonheur de ses élèves, mais ça s'applique que les élèves apprennent à l'école ou qu'ils apprennent en ligne, mais utilisez-le pour valider certaines informations. On peut penser que tout se passe bien, mais qu'il se vit du stress en dessous d'un joli sourire. Donc, allons le valider. Prenons l'initiative de valider. C'est notre rôle à nous, comme adultes, que les jeunes se sentent bien et en sécurité, de savoir s'ils sont des amis, parce qu'on a des façons d'agir positivement sur chacun de ces éléments-là. Est-ce qu'ils aiment venir à l'école? Est-ce qu'ils se sentent compétents dans leurs apprentissages? Est-ce qu'ils ont l'impression que l'enseignante ou l'enseignant l'écoute ou le comprend? Parle-moi de toi, comment ça va? Qu'est-ce que j'aimerais savoir qui m'aiderait à mieux t'accompagner? Donc ça, ce sont de simples outils que vous pouvez mettre à la disponibilité de vos parents, de vos élèves et qui peuvent avoir un impact vraiment très, très grand sur la cueillette d'informations qui est nécessaire dans la définition des actions efficaces à mettre en place. Et on parle aussi de comment développer un vocabulaire, entre autres, commun avec les parents. Et quoi de mieux que d'utiliser les propres mots ou la propre façon dont les jeunes vivent leur réalité d'apprenant à l'école en utilisant différents outils. Et donc, ça va permettre vraiment de placer le jeune au cœur de la documentation de ces 2 outils-là et de permettre le passage de l'école à la famille de ces documents. Donc, je parle d'un plan de réussite personnelle. On me dit que ça ressemble beaucoup à ce qui peut être fait par des conseillers en orientation, de permettre aux jeunes de se situer. Ça peut être réalisé en début d'année ou en cours d'année. Il y a plusieurs enseignants du primaire qui utilisent un document comme ça pour permettre aux jeunes de nommer leurs forces, leurs intérêts, leurs qualités. Et moi, je dis souvent, si on veut apprendre à communiquer davantage positivement, mais trouvons les points sur lesquels on peut parler positivement, puis
parlons de leurs forces. Moi, j'appelle ça arroser les fleurs et pas les mauvaises herbes. Et ça peut être documenté à différents moments et bonifier des remarques de l'enseignant et des parents sous différents angles. Donc, on peut parler des défis. Qu'est-ce qu'on aimerait réussir ou apprendre cette année? Les objectifs, qu'est-ce qui est important pour moi de devenir ou de réussir cette année? Ça permet nécessairement d'aligner nos interventions d'adultes, que ce soit des parents, des intervenants scolaires, autour de ce que vivent réellement les jeunes et quelles sont les stratégies qui sont gagnantes, qui sont aidantes pour le jeune, autant pour apprendre que de réaliser ce qui est important pour eux. Et c'est quoi les réussites qu'il a à célébrer. Donc, ce document-là peut être utilisé. Puis, je vous ai mis quelques notes d'usage et de recommandations dans la forme et l'esprit. Moi, je vous invite à utiliser ces grands thèmes-là et à varier, à être flexible dans les outils pour le documenter. Ça peut être fait par des capsules vidéo, audio. Pensez à vos élèves qui ont des troubles d'apprentissage, qui vont définitivement mieux réussir dans un contexte où ils vont pouvoir parler. D'autres, ça va être écrit, des fois, ça va être papier, des fois, ça va être numérique, mais certainement, permettez la flexibilité des outils en ayant toujours à l'esprit de faire en sorte que ce soit réaliste pour chaque élève de l'utiliser de cette façon-là. Je dirais plus optimal dans la réalité de ces enfants-là. Et le deuxième outil très concret que je veux vous présenter, c'est un bilan d'apprentissage qui est utilisé à chaque semaine par Mme Julie Chandonnet, qui est enseignante au primaire en 6e année et qui, elle, chaque semaine, le vendredi, en fin de journée, demande à ses élèves de réaliser leur bilan. C'est-à-dire que les élèves vont écrire sous forme de messages ce qu'ils ont appris, ce qui leur cause des soucis, ce qui les rend fiers, leurs questions, leurs habitudes de travail. C'est quoi leur défi pour les prochaines semaines? Et il y a une section où Mme Julie répond. Donc, c'est sa section de coaching où elle écrit ses encouragements, ses observations, toutes les stratégies qui sont bénéfiques ou qui peuvent contribuer positivement à la progression de l'élève. Et il y a le coin des parents. Imaginez comment vous pouvez permettre aux parents efficacement orientés sur les apprentissages des élèves dans des mots d'élèves, de voir exactement sa progression, de voir également votre rétroaction pour continuer de les faire progresser et de permettre aux parents aussi d'être très positifs dans le parcours scolaire de leurs jeunes avec des conseils, des observations. Donc, vous pouvez, pour chacun de ces documents-là, les copier, les adapter, les utiliser dans votre réalité à des moments qui sont opportuns pour vous. Et pour ceux qui n'ont pas de compte Gmail, on regardera à vous déposer dans le fond des formats qui pourront être édités. Là, on va s'assurer de ne laisser personne derrière. Je suis curieuse de savoir les autres qui avaient des adresses. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à créer les copies pour qu'on s'assure justement de faire un suivi pour que ces documents-là soient accessibles? Il y en a qui me disent oui, super, ça c'est merveilleux. Et puis, je veux juste revenir sur 2 petits trucs rapidement. Quand tantôt tu as parlé de mettre les conditions gagnantes, hein, tu parlais d'établir un climat bienveillant parce que là, on parle de différents outils. On n'est pas obligé de tous les faire. Mais le climat bienveillant peut se faire de différentes façons avec ces outils-là, avec un coup de téléphone, comme dans le bon vieux temps. Mais ce qui est important qu'on a réalisé avec les recherches et avec les différents intervenants qui travaillent, entre autres, comme je disais tantôt, en Europe sur la coéducation, c'est qu'un climat bienveillant, ça permet de ne pas banaliser ou de ne pas dramatiser les situations. Donc, toujours garder ce climat-là, même dans vos communications, puis de vous rappeler justement votre intention. Quand on se rappelle notre intention, c'est entre autres le bien-être de l'enfant, le 1 % que nous avons en commun, comme tu as dit tantôt, Stéphanie. Donc, ce n'est pas obligé d'être chaque semaine. Ça peut être une fois par trimestre pour certaines choses. Pour d'autres choses, ça peut être à toutes les semaines. Moi, je pense que ça vaut la peine et on va vous offrir notre soutien d'ailleurs pour faire ça. Ça vaut la peine de se questionner sur les enjeux. Qu'est-ce qu'on souhaite, pourquoi on souhaite rejoindre les parents pour qu'on puisse garder cette bienveillance-là à travers nos communications, même celles qui sont numériques, et qu'on aille chercher vraiment l'information qu'on a vraiment besoin plutôt que juste se rajouter une tâche trop lourde. Pour nous guider vers la fin de cette rencontre, on le voit, nous, vraiment comme une dynamique à développer, une dynamique qui, d'abord, nous met comme des humains au cœur de cette relation-là, mais en lien avec nos rôles particuliers. Et
qui se, qui se tendent la main, qui travaillent de concert ensemble, qui apprend à communiquer et à ouvrir la porte aux communications de part et d'autre, qui valide auprès de chacun des acteurs les actions qui ont été mises en place et qui permet, qui accepte qu'on soit en ajustement continu parce qu'on est d'abord tous ceux au cœur de la coéducation des humains. Et donc, il y a des moments où ça va mieux aller, puis il y a des moments où ça va moins bien aller. Et il faut s'attendre à ces moments-là. Il faut apprendre à en parler de la manière dont Judith l'a parlé, sans banaliser et sans dramatiser les situations, mais juste parce qu'elles font partie de la vie en ce moment. Fait qu'on vous invite à devenir des pros de la coéducation, mais pour ça, ça implique un changement de posture et ça implique aussi un changement de culture dans les milieux pour que les portes s'ouvrent et que les échanges aient lieu. Et on vous termine, on vous invite à aller dans le haut clap pour nous dire qu'est-ce que vous allez faire maintenant, quel genre d'action vous avez envie de poser et pendant que vous allez documenter ça, on veut certainement vous ouvrir notre porte. On veut vous inviter à faire appel à nous, à Judith, à moi, aux ressources qu'il y a sur écolebranchée.com/famille pour favoriser le développement durable de la relation de coéducation dans votre milieu, dans votre école. Et ça peut se faire par le biais de conférences, ça peut se faire également par le biais d'accompagnement sur mesure auprès de votre équipe école, auprès des parents, auprès de l'équipe du service de garde, par exemple. Mais il y a plein de moments très propices à aborder la coéducation. Judith, qu'est-ce que tu dirais qui peuvent être ces moments-là propices à ouvrir ce canal? Il y en a un vraiment propice en ce moment, la rencontre parents-enseignants. On s'apprête à vivre ça en ce moment. Donc, évidemment, je trouve que c'est un beau moment, puis c'est un beau départ. Et il faut aussi se questionner, il peut y avoir différents contextes, là, pas juste des moments sur la ligne du temps dans notre 10 mois d'année scolaire, mais ça peut être parce qu'on sait qu'on va accueillir dans notre école beaucoup de nouveaux enseignants. Donc, comment on peut les aider à mettre ça en place. Vous savez que les nouveaux enseignants, lorsqu'ils font leur stage, parmi les 12 compétences dont ils sont évalués, il y en a une compétence sur le lien école-famille. Donc, c'est intéressant de pouvoir partir peut-être de ce contexte-là. Des fois, ça peut être parce que vous arrivez avec un projet numérique, intégration de différents outils ou de la robotique au niveau numérique, des changements de pratiques pédagogiques que vous voulez amener, que vous voulez que ça se passe bien lorsque vous faites le tout et vous voulez donc consulter et puis vous pouvez aussi avoir l'opinion des parents, avoir leur implication. Ça peut être parce qu'on enseigne auprès d'une clientèle avec des défis particuliers comme les troubles d'apprentissage, les troubles de comportement, qu'on est en milieu défavorisé, qu'on a des classes d'accueil, donc avec beaucoup de parents qui parlent plusieurs langues et puis c'est plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, vous pouvez, selon les différents contextes, vous pouvez, comme Stéphanie disait, faire appel à nous. On a des conférences qui s'adressent aux parents, des conférences qui s'adressent à votre équipe école. Puis, bien, il y a aussi la phase sur mesure où là, on part vraiment on a des modalités différenciées qui vont aller avec chacun de vos milieux. Donc, on va pouvoir s'assurer de mettre ça en place sur une ligne du temps aussi parce que c'est pas on l'installe et c'est fini. Il faut maintenir ce lien-là tout au long de l'année. Donc, on vous invite à communiquer avec nous pour en savoir plus. D'ailleurs, on est avec le CSSMB, si je ne me trompe pas, Stéphanie, le 19. On a une conférence avec eux et en février également pour ceux qui sont au CSSMB. Et là, j'ai une question, je ne sais pas. On donne un badge à Stéphanie, semblerait-il? En fait, c'est la journée du numérique en éducation. Ce n'est pas Stéphanie et Judith qui va vous fournir un badge, mais vous aurez certainement l'information par courriel, le courriel avec lequel vous vous êtes inscrit. On est encore là 5 minutes. On va terminer avec des actions que ça vous a donné envie de mettre en place. Donc, varier les outils, être flexible définitivement. Tenter d'augmenter les communications avec les parents, oui, avec un objectif précis. Allez-y le plus précis possible, puis permettez aux enfants de s'exprimer, puis de se situer par rapport à leur mention. En ce moment, plusieurs enfants ont reçu leur bulletin. Est-ce qu'ils s'y attendaient aux commentaires ou aux observations qu'ils ont obtenues, ou est-ce qu'ils ne s'attendaient pas à ça? Et donc, observez les écarts de représentation de chacun. Puis apprenez à voir, à mettre des mots pour que vous ayez une expérience la plus
proches les uns des autres de comment se passe la réussite et le bien-être de chacun de vos élèves, voir une ouverture. Judith, vas-y donc. J'aime toujours ce que tu relèves, tu sais, vas-y. J'aime bien quelqu'un qui dit qu'il va en parler dans un de ses cours à l'université. Moi, je trouve qu'effectivement, si on peut commencer ça dès la formation initiale, pas juste en parler, mais savoir comment instaurer ça, parce qu'on en a entendu parler quand on fait notre bac, on le sait que la relation parent-enseignant, c'est important, mais à quel point on est outillé. Effectivement, je trouve ça intéressant que vous ayez envie d'en parler dans la formation initiale. La même chose dans les écoles, ceux qui sont marraines, parrains là, de nouveaux enseignants, je pense que ça pourrait être intéressant. J'aime beaucoup aussi le mot créativité. Oui, soyez créatifs, c'est la place pour l'être, dans le fond. Comment vous avez-vous de la vivre, cette coéducation? C'est votre posture à vous, c'est votre niveau d'aisance. C'est un peu comme l'intégration du numérique. Hein? On ne peut pas commencer tout de suite, puis on se lance à fond si nous, on se sent inconfortable. Donc, comment enlever cet inconfort? Parce que c'est vrai que des fois, c'est intimidant communiquer. Autant pour le parent vers l'enseignant que l'enseignant vers le parent. Il y a un petit peu d'intimidation de notre, pas un vers l'autre, mais nous, on se sent intimidé, on veut bien faire, on ne veut pas se tromper. Alors, comment rendre ça plus confortable? Il nous reste 3 minutes. Donc, si jamais il y avait des questions, c'est le moment, c'est votre dernière chance pour les dernières 3 minutes dans le clavardage. Le questionnaire refuse de valider certaines de mes réponses, alors j'ai 5 sur 7 de compléter. C'est correct, on ne donne pas de notes. Mais est-ce que ce serait... OK. Mais est-ce que ce serait le questionnaire que j'ai partagé? Est-ce que je ne pense pas qu'ils doivent donner des notes? OK. Mais ça nous a fait vraiment plaisir, honnêtement. On souhaite que ça vous ait permis de développer un sens que peut prendre la coéducation pour vous. Merci, Martin. Et on y croit fermement, profondément que c'est possible d'apprendre à communiquer efficacement pour agir positivement sur le bien-être de tous les enfants. Et c'est notre rôle à tous. C'est autant le rôle des parents que c'est le rôle des enseignants de communiquer ensemble. Ça fait partie de ce qu'on partage. Et ce qu'on partage, c'est le plus précieux de ce qu'on a dans une société, c'est nos enfants. Donc, c'est pour eux qu'on s'ouvre le cœur, qu'on s'ouvre les portes et qu'on partage positivement, qu'on focus sur les forces des jeunes, qu'on se donne des éléments très concrets qui peuvent s'améliorer et c'est possible de faire. Honnêtement, tous les articles dans écolebranchée.com/famille et les chroniques tentent de donner des pistes très, très concrètes puis des exemples de dialogue qu'on peut avoir ensemble. C'est d'ailleurs le dialogue constructif qui est au cœur souvent des conférences qu'on va donner dans les milieux et qu'on aura la chance de donner au Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. Fait que ça nous fait plaisir. Ça va être le temps de vous dire au revoir. Judith, vas-y avec le dernier mot. Bien, merci beaucoup d'être venu. Allez voir, on s'est donné dans ces capsules-là. Vous allez même voir un jeu d'acting de notre part. Ça vaut la peine juste pour ça. Mais c'est très intéressant pour vous d'aller vous outiller. C'est un des seuls endroits pour le moment au niveau coéducation. Mais on va aussi alimenter notre site web et la page Facebook avec les trucs qu'on a jasés là, avec l'Europe. On pourrait peut-être vous en mettre un peu. Donc, suivez ça de près. Et je terminerai avec une citation de monsieur, c'est Fréchette, je pense, notre conférencier d'ouverture. Soyez les humains du moment. Ouvrez votre cœur et rendons possible notre échange école-famille. Bonne fin de semaine! Merci tout le monde. Bonne journée!